Bonjour à tous, voici la suite du cours d'Histoire 6 sur l'affirmation du pouvoir royal en France. Après Philippe Auguste, nous allons encore laisser passer quelques générations de Capétiens. Philippe Auguste avait renforcé le pouvoir royal en agrandissant le domaine royal, ce qui lui avait donné plus de revenus et plus d'hommes. Mais le pouvoir d'un roi ne se limite pas à la quantité de terres qu'il possède. Il a d'autres outils pour imposer son autorité sur son royaume. Donc nous allons voir comment ces outils se mettent en place pendant une période de trouble, celle de la guerre de Cent Ans. Je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause pour prendre le temps d'écrire les titres ou les textes. Donc vous allez sauter dans votre cahier 2 ou 3 lignes après le paragraphe B2 page 120 et vous allez écrire en rouge le grand titre, l'affirmation du pouvoir royal en France en temps de crise, la guerre de Cent Ans. Une fois que le titre est noté, prenez le temps de regarder l'arbre généalogique. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Que nous montre cet arbre généalogique? Il nous montre les derniers rois de France, les 4 derniers rois de France avant la guerre de Cent Ans. Philippe IV le Bel, lorsqu'il meurt, va logiquement laisser le trône à son fils aîné, Louis X le Hutin. Vous le voyez, celui-ci ne règne que 3 ans, de 1314 à 1316, et décède. Mais alors qu'il est mort, la reine elle est enceinte. Et il va falloir attendre la naissance pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Pendant cette période, on nomme pour diriger le royaume un régent. Et ce régent, ce sera Philippe, le frère de Louis X le Hutin. Lorsque la reine accouche d'un fils, on se dit que c'est lui le roi de France, il deviendra Jean Ier, mais il va décéder rapidement, d'où son surnom de le posthume, donc celui qui est mort. Logiquement, à la mort de l'enfant, c'est Philippe qui, sous le nom de Philippe V le Long, se fait sacrer roi de France. Lui non plus ne règne pas longtemps et meurt sans héritier. C'est donc son frère cadet qui devient roi à son tour, Charles IV le Bel, et il meurt lui aussi sans héritier en 1328. On est donc dans une situation où il n'y a plus de descendants par les hommes de Philippe IV le Bel. On va donc remonter l'arbre généalogique pour trouver un autre descendant. Ce sera Philippe de Valois. C'est le neveu de Philippe IV le Bel et c'est le cousin des 3 rois précédents. Mais les règles françaises ne sont pas les règles anglaises. C'est-à-dire qu'en France, le pouvoir royal ne se transmet qu'aux hommes et par les hommes. Mais ce n'est pas le cas en Angleterre. En Angleterre, les femmes peuvent devenir reines. C'est le cas aujourd'hui puisque la reine est Élisabeth II. C'était déjà le cas au Moyen-Âge. Et que se passe-t-il? Eh bien, Philippe IV le Bel avait une fille, Isabelle, qui a épousé le roi d'Angleterre, Édouard II. Et ensemble, ils ont eu un enfant, Édouard III. Les Anglais vont donc revendiquer, au nom d'Édouard III, le royaume de France, car pour eux, c'est un descendant direct de Philippe le Bel. Nous avons donc 2 prétendants au trône de France, Édouard III, Philippe de Valois, et aucun des deux n'est prêt à céder face à l'autre. C'est le début de la guerre de Cent Ans. J'ai résumé tout ça dans l'introduction que vous allez noter dans votre cahier. En 1328, le roi de France meurt sans héritier direct. Les seigneurs français choisissent son cousin pour lui succéder. Ce sera la dynastie capétienne des Valois. Mais le roi d'Angleterre, descendant d'un roi de France par sa mère, revendique aussi la couronne. C'est le début de la guerre de Cent Ans, 1337-1453. Donc comme vous le voyez par les dates, cette guerre elle a en fait duré 116 ans au total, mais on l'appelle malgré tout la guerre de Cent Ans. Alors dans les faits, il n'y a pas eu des combats pendant ces 116 années. Au Moyen-Âge, déjà, on ne se bat pas toute l'année. On ne se bat pas en hiver parce que sinon on n'a pas de quoi se nourrir. On ne se bat pas non plus au moment des moissons, des vendanges ou des semailles, c'est-à-dire le moment où on sème les graines. Donc dans l'année, il n'y a que quelques mois où les combats sont possibles. Deuxième chose, pendant cette guerre de Cent Ans, il y a aussi eu des trêves très longues, c'est-à-dire des moments où il n'y a eu aucun combat,
où les hommes ne se battaient pas du tout. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour noter l'introduction. Nous allons maintenant passer à la fin de cette guerre. Alors, je vais cacher le texte pour que vous ne soyez pas perturbés. De toute manière, vous aurez à le noter après, mais d'abord, on va se concentrer sur cette carte qui est aussi une carte du livre. Donc, on va laisser passer tout le XIVe siècle pour se rendre au début du XVe siècle. Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, l'Angleterre s'est rendue maître de quasiment tout le nord de la France, si ce n'est pas directement, c'est au moins par ses alliés, puisque les Anglais ont réussi à trouver des alliés en France chez les Bourguignons. Et donc on voit que entre les territoires sous domination britannique et les territoires des alliés du roi d'Angleterre, c'est tout le nord de la France qui n'est plus aux mains des Français. Les Anglais possèdent aussi dans le sud-ouest de la France cet espace qui s'appelle la Guyenne. Alors en 1422, donc près d'un siècle après le début de la guerre, le roi d'Angleterre, Henri V, et le roi de France de l'époque qui s'appelle Charles VI, meurent. En France, c'est logiquement son fils Charles qui doit lui succéder. Il se fait proclamer roi sous le titre de Charles VII, mais il n'est pas sacré, car, comme on le voit ici, la ville de Reims n'est pas en territoire français. La ville de Reims est en territoire anglais. Il ne peut donc pas se rendre à Reims, là où ont été sacrés tous les rois de France depuis Capet. Et c'est là qu'intervient Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une jeune paysanne qui vit dans les Vosges, dans le village de Domrémy, et vous voyez que c'est une enclave ici qui sont toujours sous l'autorité de Charles VII. Elle dit entendre des voix, et ces voix lui disent d'aider le roi de France à se faire couronner. Elle en parle au prêtre de sa paroisse, on ne doute pas de sa bonne foi, il semble qu'elle soit tout à fait saine d'esprit, même quand elle dit ça, et donc elle va aller rejoindre le roi de France à Chinon. Là encore, il va y avoir une longue enquête à la cour, on va l'interroger, on va lui faire passer des examens médicaux, elle va rencontrer des hommes d'église, et finalement, on va lui faire confiance, et Charles VII va lui confier une compagnie de soldats. Grâce à cette compagnie de soldats, elle va libérer Orléans, et à la suite d'un certain nombre de batailles, elle va réussir à emmener Charles VII jusqu'à Reims, où il sera sacré en 1429. Ce sacre a beaucoup d'importance pour les Français puisque c'est ainsi qu'il apparaît comme le vrai roi de France face à un roi d'Angleterre qui lui n'est pas sacré. Mais après ce sacre, Jeanne d'Arc devient un peu gênante pour le roi de France parce qu'elle a elle est beaucoup appréciée par le petit peuple. Il va donc la laisser se faire capturer aux environs de Compiègne par les Anglais, et les Anglais vont lui faire un procès en sorcellerie et ils la brûleront vive à Rouen. C'est la fin de l'épopée de Jeanne d'Arc, mais qui a permis au roi Charles VII de se faire sacrer. Et à la suite de ce sacre, Charles VII va réussir à reconquérir progressivement le royaume de France. Il l'emporte définitivement contre les Anglais en 1453 à la bataille de Castillon, donc sur des territoires au sud de la France. Et désormais, les Anglais ne vont plus posséder en France que la ville de Calais et ils vont abandonner leurs revendications sur le royaume de France. Donc voilà très rapidement comment s'est déroulée cette guerre de 100 ans. Je vous laisse maintenant le temps de copier la fin de l'introduction. C'est un texte, il est vrai, assez long, mais prenez le temps de l'écrire. Je vous donnerai un travail à faire pour lundi. C'est un travail sur un document. Vous pourrez le consulter très rapidement dans Pronote. Mais déjà, apprenez bien cette introduction. Voilà, à bientôt.